Allez, super. Donc, on termine avec la partie 4. Donc, on va parler des grandes phases de la vente. Évidemment, prospection, découverte, argumentation, objection, closing, tous ces trucs-là. Je vais essayer de vous donner, pareil, une autre vision de ce qu'est, en fait, de ce que sont ces phases de la vente. Je répète encore une fois, mais le fait de comprendre et d'avoir une vision si on change la vision qu'on a de quelque chose, en fait, on change tout derrière. On change les actions, on change pourquoi on le fait, on change tout. Donc, en fait, c'est le meilleur moyen d'avoir des changements un peu incroyables. Donc, quand on parle de phase de la vente, première chose, il y a 2 très grandes étapes dans la vente. Ça, c'est quelque chose de vraiment d'important à comprendre. Alors, je suis désolé, il fait un peu sombre. Mais bon, quand on aime la vente, il n'y a pas d'heure. Hein. Donc, si vous êtes comme moi, vous travaillez aussi à... vous n'aurez peut-être pas la preuve. Donc, allez, je vais dire 23h50. Donc, 2 grandes étapes dans la vente. Assez rigolote. C'est marrant de le voir comme ça, vous allez voir. Donc là, j'ai une flèche. Regardez. Donc là, j'ai ça. En gros, ici, c'est le départ d'un échange, donc de la prospection. Et ça, c'est, on va dire, la fin. Ça peut être ça peut durer 1 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Bref, c'est cette partie-là. Et là où ça devient super rigolo, regardez, c'est qu'en fait, dans les 2 grandes étapes de la vente, on a ça. On a cette partie-là qui est 50% important. Et cette partie-là qui est 50% important. Ça n'a rien de juste ou d'équilibré. Vous l'avez compris, ici c'est quoi? C'est de la prospection. Ici c'est, on va dire, la partie vente. Et donc là où c'est rigolo, c'est que quand on comprend ce schéma-là, parce qu'en fait l'intérêt de ça c'est quoi? C'est que si demain vous êtes bon dans ces 50% qui comptent pour 50% d'important, hein, pour aller là-bas, si vous êtes très bon au début, en fait, ça facilite toute la suite. C'est pour ça que penser qu'aujourd'hui, dans la vente, on a une ligne au milieu avec le début et la fin, c'est faux. Il y a ça qui est en fait, en réalité, allez, on va dire 1% du schéma, et ici qui va être à 99%. C'est tout. C'est tout. Ça, c'est le niveau d'importance, 50 ici, 50 ici, et ça, c'est le vrai pourcentage de la partie dans la vente, c'est 1%, 99%. Et donc là où c'est encore plus rigolo, c'est que souvent quand on fait de la prospection, donc ça c'est un schéma surtout pour expliquer la partie, on va dire la partie prospection, voilà ce qui se passe. Il se passe que on est tout le temps en train de, quand on fait de la prospection, on essaie de présenter sa boîte. Bonjour, moi j'ai X, je suis le meilleur, mon produit c'est X ou Y. Écoutez bien ce que je vais vous dire, rien que ça change absolument tout dans un système de vente et peut faire des miracles chez vous si vous êtes assez, si vous osez changer de vision pour le mettre en place. Première chose, le but de la prospection n'a jamais été de présenter ce qu'on fait. Le but de la prospection, c'est d'ouvrir cette porte-là. C'est d'ouvrir cette porte-là à l'écoute. D'accord? C'est d'ouvrir ce truc-là là, qui est fermé à l'écoute, cette porte, pour pouvoir passer dans le côté vente. Sauf que pour passer là-dedans, la clé, c'est pas de présenter ce qu'on fait. La clé, et ça c'est le mot phare en prospection, c'est d'étonner sur ce qu'on fait. Ce qui n'a absolument rien à voir. Ici, on étonne. Ensuite, ici, on écoute pour comprendre ce qui intéresse la personne d'en face et compagnie. Et éventuellement, à partir de là, on commence à présenter. Et en fait, aujourd'hui, la connerie que tout le monde fait, donc le bon, c'est le bleu, le mauvais, ça va être le vert, et bien tout le monde ici, regardez, en partie prospection, essaie de présenter. Et le fait de comprendre ce schéma change absolument tout, puisque si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi en fait vous utilisez cette phase-là qui n'est pas possible. Déjà, elle n'est pas possible parce que vous ne pouvez pas présenter un truc si vous ne savez pas ce qui intéresse l'autre. Donc, phase d'écoute. Écoute, ça veut dire chercher ce qui intéresse vraiment l'autre. Et le vraiment est important. Et surtout, vous n'aurez jamais mérité cette phase d'écoute parce qu'elle se mérite si vous n'êtes pas capable d'étonner pour ouvrir cette porte. Donc, s'il vous plaît, ne pensez pas qu'ici, il faut présenter. Et d'ailleurs, je vous fais un petit teasing également sur cette partie-là. La prospection, en fait, ici, est une phase incroyable de la vente. C'est une phase... Écoutez bien, encore une fois, il faudrait en parler beaucoup plus. On ne va pas faire une conférence de 50 heures, mais la clé, encore une fois, en prospection, quand on veut étonner, en fait, bizarrement, c'est de ne pas penser à l'autre. En prospection, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est une phase de gros égoïstes. Bon, il y a plein d'implications derrière que... Bon, vous avez compris l'idée, je peux pas tout dire. Je peux pas tout dire, j'aimerais bien, mais je peux pas tout dire. Donc, c'est une phase dans laquelle on est un gros égoïste. Ici, il y a zéro adaptation. On s'adapte pas dans une prospection.
On explique ce qu'on fait de manière étonnante, on voit si ça intéresse, on voit si la porte s'ouvre, et si la porte s'ouvre, ici on commence à discuter, on écoute, on comprend ce qui est intéressant et on enchaîne sur le fait de présenter. Mais cette phase-là est une phase de gros égoïstes sur les 1% qui pourtant comptent pour 50% de l'importance de la suite, parce que si vous êtes bon là, ça facilite tout le reste. C'est plus facile d'avoir la vérité dans la phase d'écoute. C'est plus facile d'être intéressant quand on présente et donc d'être au bon endroit. C'est plus facile de traiter les objections et c'est plus facile d'avoir un closing naturel. Ça, si vous le comprenez, ça change votre vie dans la vente. Aussi simple que ça. Ok. Ensuite, sur la prospection, on va faire 2-3 tableaux quand même. Je garde mon côté gagnant-perdant, hein, mais ça me plaît, ça me parle. Voilà, parce que c'est vrai. Encore une fois, il ne faut pas être dans la nuance. Ce que je vous disais au début de la conférence sur la partie 1, être dans la nuance, c'est faux. Voilà. Donc, c'est quoi gagner en prospection? Donc, on va mettre... déjà, on va commencer par c'est quoi perdre. Vous allez voir comme la vision est rigolote. Et on va mettre c'est quoi gagner en prospection. Tout ça, c'est de la prospe, hein, ok? C'est quoi perdre, c'est quoi gagner? Alors, hop. Donc, perdre, c'est quoi? Les gens qui perdent en prospection, ils font quoi? Déjà, première chose, ils présentent leur entreprise. On s'en fout, c'est pas le but. Le but, c'est d'étonner pour ouvrir la porte à l'écoute. Eux présentent leur entreprise. À ce moment-là, tout le monde s'en fout de votre entreprise. Tout le monde s'en fout de ce que vous vendez. Et c'est normal, d'ailleurs, à leur place, vous penseriez exactement la même chose. D'accord? Donc, premier point, ils présentent leur entreprise. Deuxième point, l'objectif, c'est quoi? C'est de décrocher un rendez-vous. J'ose le dire à haute voix, mais si mon objectif à moi, c'était de décrocher un rendez-vous en prospection, sérieux, je vais à Casto, je prends une corde et je me pends. Horrible. Objectif, donc décrocher un rendez-vous. Il y a des choses bien plus intéressantes. Et encore une fois, quand on décroche un rendez-vous, on focus quoi? Ce dont je parlais dans la partie 3, on focus un résultat. C'est complètement con. Il faut focus un process. Ça, c'est le résultat qui est censé en découler. Ça change tout. Ensuite, ils font quoi? Ils sont formels et ils sont polis, ils prennent pas de risques. Parce que comme ça, c'est normal. Hein. Vous savez, si on fait de la prospection, on ne peut pas prendre trop de risques, hein, parce qu'il faut que les gens ils acceptent de payer. Donc voilà, il faut être poli, il faut être hyper formel. Ça, c'est ce qu'on appelle prise de risque égale 0. On appelle ça jouer pour perdre. Et ça, c'est celle que je préfère. C'est des gens qui font des pitchs courts. Parce que demain, si vous allez sur Internet, tout le monde vous dira un pitch, ça doit être hyper court. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas le temps. Mais les gens qui... Et pourtant, vous pouvez voir n'importe quel article de blog, et même des gens qui sont bons dans la vente, qui le répètent, mais qui ne se sont jamais posé la question, et qui sont complètement à l'envers. Parce que au lieu de se dire, les mecs n'ont pas le temps, donc je fais un pitch court, il n'est pas là le sujet. Le sujet, c'est, et si je faisais un pitch pour être plus intéressant? Je le répète, les gens intéressants, ils s'en fichent complet d'être courts. Les gens intéressants, passionnés, qui aiment ce qu'ils disent et qui ont vraiment envie d'aller faire quelque chose, ils cherchent pas à être le plus court possible. Ils cherchent à dire quelque chose d'intéressant, alors qu'il va pas durer 3 minutes non plus, parce que ça c'est trop long, mais ils cherchent pas à faire des pitchs courts. Les perdants font des pitchs courts. Les gagnants font des pitchs pour être intéressants. Et ils s'en foutent que ce soit long. Et c'est normal, et c'est logique quand on y pense. Alors pourquoi tout le monde dit qu'un pitch doit être court? Non, un pitch doit être hyper intéressant et étonné. Oui, ça oui. Ce qui est très différent. Donc ça, c'est ce que font les perdants en prospection. Et ça, c'est ce que font les gagnants en prospection. Donc les gagnants, ils cherchent pas à présenter. Là, vous avez le mot, ils cherchent à étonner. Premier point. La prospection, regardez, je vais vous le dire un petit peu différemment, mais c'est hyper important de le comprendre. La prospection, c'est du striptease. C'est dévoiler suffisamment pour donner envie, mais pas trop. Et ensuite, on verra et on discute. Si on a la phase d'écoute et compagnie, rappelez-vous, étonner, écouter, présenter. Toujours le même délire. Et c'est très simple à comprendre. La prospection, c'est du striptease. La prospection, c'est pas tenter sa chance, arriver, se déshabiller complètement, sauter sur le lit, voir si ça passe. C'est pas ça la prospection. Là, la plupart du temps, ça passera pas et c'est normal. De temps en temps, ça passera. Mais la plupart du temps, ça passera pas. Essayez ce soir, si vous pouvez. Vous nous donnerez vos résultats. La prospection, c'est du striptease. Ça, c'est du striptease. Étonner, c'est beaucoup plus intéressant. Un autre truc hyper intéressant, là, l'objectif, c'est le rendez-vous. Ici, l'objectif, c'est quoi? Et là, j'insiste vraiment sur ce mot, mais bon, ça demande un sacré boulot derrière, facile à écrire, mais c'est vraiment s'intéresser aux autres. C'est vraiment s'intéresser à ce que les autres font. Et arrêter de feindre pour des raisons commerciales, parce que si on s'intéresse aux autres, il va payer. Non, et si on y allait parce que c'était vraiment intéressant, à moins que vous soyez dans un métier que vous détestez, bon là, il y a d'autres sujets, je pourrais rien faire, je pourrais pas vous aider, mais c'est apprendre, ça s'apprend à vraiment s'intéresser aux autres.
Le rendez-vous, c'est pas du tout le bon focus. S'intéresser vraiment à l'autre, son histoire, ce qu'il fait, les trucs. Parce que les gens sont intéressants. Après, si les gens vous intéressent pas, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, moi, quand je démarre avec des gens, je joue. Ça, c'est rigolo comme lapsus. Ça. Quand je coach des gens, j'ai dit je joue. C'est pas pour rien que je trie au début. Parce que je prends des gens qui s'intéressent fondamentalement aux autres et qui ont compris que les autres étaient intéressants. Parce que si vous en avez rien à foutre, je pourrais pas l'inventer, ce truc-là. Donc, je ne pourrais pas faire de vous un super commercial. Et au mieux, vous serez bon. Je dis pas parce que vous serez dans la mécanique et peut-être que voilà, la froideur, c'est votre truc. Moi, c'est pas mon truc et je trouve ça ennuyant. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'ils font ceux qui jouent pour gagner? Ils sont informels. Un exemple tout simple, quand on fait des pitchs en prospection, pour que vous soyez sur du téléphone, on a appris à surarticuler, c'est-à-dire articuler comme un malade les mots. Sous-entendu, je sais pas, si on parle, moi j'appelle ça parler comme Louis XV, si on surarticule ce qu'on dit, bah ça fait bien. Alors qu'en fait, la clé c'est de faire tout l'inverse. La clé, c'est de parler comme un patron et pas comme quelqu'un qui prospecte. Un patron, il en a rien à foutre d'articuler comme un fou. Un patron, il y va, il est capable de dire, ok, moi je suis capable de faire ça, ça et ça. Là, je suis bon, là, je suis pas bon. Est-ce que ça t'intéresse? Ça t'intéresse pas? Bah, je laisse tomber, je vais voir quelqu'un d'autre. Ça t'intéresse, c'est super et on en discute. Un patron, il n'a pas peur de faire ça. Quelqu'un qui prospecte, oui, il a peur de faire ça. Parce que son objectif, c'est de décrocher un rendez-vous. Et que s'il fait ça, bah, malheureusement, il prend le risque de pas avoir de rendez-vous. Mais encore une fois, le rendez-vous n'est pas le bon objectif et pas le bon focus. Au-delà de ça, c'est des gens qui ont appris à utiliser leur passion comme technique commerciale. Ça, c'est l'arme ultime, mais il y a un sacré boulot non pas de rajouter des choses dans ce que vous savez probablement déjà si vous êtes encore ici, mais dans le fait de casser des barrières que vous êtes créées, souvent tout seul derrière, et c'est votre faute. Et dernière chose, évidemment, on s'en fout d'avoir un pitch court, on veut un pitch qui soit intéressant, intriguant, qui donne envie d'en savoir plus, un pitch qui fait du striptease. Arrêtez de vouloir faire des pitchs courts parce que les gens n'ont pas le temps, on s'en fout qu'ils aient pas le temps. D'ailleurs, j'avais quelqu'un ce matin qui me disait « Oui, mais moi j'ai peur de déranger ». La clé en prospection, c'est d'accepter que de toute façon, vous dérangez. Donc autant apprendre à déranger et le faire pour que le mec soit content, passe un bon moment et sourit, plutôt que de se dire « J'espère qu'un jour je ne dérangerai pas ». Vous dérangerez toujours en prospection et même dans la vente, vous dérangerez. Bref. Ça, c'est hyper intéressant de le voir de cette manière-là. C'est rigolo, c'est une autre vision un peu de la prospection. Et aujourd'hui, je le répète, si ce que vous faites ne marche pas aujourd'hui en prospection, la raison, elle est juste là. C'est tout. Et il faut en rire de ça. Il faut en rire de ce truc-là. Il faut en rire parce qu'une fois qu'on en rigole et qu'on se dit, bah en fait, ouais, je suis pas intéressant. Bam, on peut commencer à bosser sur, ok, comment on fait maintenant pour être... C'est quoi être intéressant d'ailleurs? Là, ça devient rigolo. Et là où c'est encore plus rigolo dans des bons systèmes commerciaux, c'est qu'en fait, ce qui intéresse souvent vos mêmes prospects pour un même produit est souvent la même chose. On en revient à l'histoire de... D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai écrite sur la partie numéro 1 de cette conférence. C'est un super système de vente. C'est un système de vente qui fait de chaque vente la même vente et fait de vous un maître dans l'art de remporter cette unique vente. On est en plein dedans. Ce qui intéresse les gens, c'est tout le temps la même chose. L'humain est prévisible. Il faut arrêter de penser qu'on est unique, que toutes les ventes sont différentes, que tous les prospects sont différents, que tous les produits sont différents. Pour un même produit qui répond aux besoins a priori d'un même type de prospect ou de persona sur le plan marketing, allez toquer à la porte du marketing pour vous expliquer ce qu'est un persona. C'est une grande typologie de clients qui a des besoins suffisamment identiques pour être traités de la même manière. Et bien là, quand vous avez un mec comme ça en face de vous, ce qui l'intéresse, c'est tout le temps la même chose. C'est pratiquement tout le temps la même chose. Les arguments en vente qui sont les plus intéressants sont pratiquement toujours ceux qui sont les plus intéressants et qui fonctionnent le mieux. Ce qui fonctionne le mieux fonctionne souvent toujours le mieux. Pourquoi pas le standardiser dans un système? Bienvenue dans de la vente efficace. Ça, c'est faire de la vente efficace, tout simplement. Une autre manière de construire, enfin c'est pas une autre manière, c'est complémentaire, mais de construire un pitch quand on fait de la prospection, typiquement, un pitch c'est quoi? Parce que quand vous faites un pitch, ça peut ne pas intéresser le mec d'en face. Sauf qu'une fois que vous l'avez au téléphone, ce serait dommage de simplement s'en priver. Donc là, je vais faire un tout petit dessin. Vous arrivez avec votre idée générale de striptease, qui est donc le pitch normal. Boum, ici. Le mec vous dit oui, vous dit non. Bref, peu importe. Mais pourquoi ne pas prévoir une petite porte de sortie qui serait ici? Petit truc en plus, que moi j'appelle un cheval de Troie. Je vais vous dessiner un cheval de profil. Ouais, on va la faire courte. Oh là là, c'est grave. Non, on va dire que c'est un cheval de Troie. Ouais, je vais l'écrire. Je suis tellement mauvais que je suis obligé de l'écrire. Hop, cheval de Troie.
Qui est quoi? Qui est que quand quelqu'un vous dit non, vous êtes quand même capable de switcher complètement hors sujet. Alors il faut que sur le plan marketing, le cheval de Troie n'ait rien à voir avec ce dont vous avez parlé dans le pitch, pour vous donner peut-être une autre chance d'intégrer un petit pourcent, 2% là, de la relation dans sa boîte. Ça peut être n'importe quoi, un échantillon, pas un échantillon, un autre sujet, une tentative sur un truc qui n'a évidemment rien à voir avec le truc du démarrage, parce que là, il vous a dit non, et dans lequel vous donnez quand même la chance, puisque vous l'avez en face de vous, de pouvoir rentrer. Et si ce truc-là fonctionne, vous avez mis un petit pied, donc 1% chez lui. On discute, si ça plaît, ce sera peut-être pas ça, ce sera peut-être autre chose, bref, on noue la relation et compagnie. Ça, c'est comme ça qu'on construit un pitch de prospection, avec un pitch standard et un cheval de 3 petits derrière. Les proportions sont importantes, là, tout simplement. Ça fait quand même une sacrée différence. Autre chose également qui est hyper importante dans la mécanique commerciale, la vente, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est hyper simple. La vente égale, regardez ça c'est dingue de le comprendre. Vente égale jeu d'informations sensibles à récupérer tôt. Voilà ce qui se passe. Je reprends mes flèches. Donc là, vous avez le mauvais vendeur. Et là, vous avez Claude, top 1%. La clé de la vente, c'est la récupération d'informations, encore plus d'informations sensibles, on le reverra, mais les ventes se gagnent entre les lignes et non pas dans les lignes. C'est à ça qu'on reconnaît d'ailleurs un top 1% en vente. Un top 1% en vente est capable de récupérer des informations que même un bon vendeur n'aura jamais. Comment? Parce qu'il a une meilleure technique, plus sympa, plus à l'aise, plus préparé, plus plein de choses. Donc de ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a la partie prospection qui est jusque-là, d'accord? Et après la partie vente. Aujourd'hui, le mauvais vendeur, il est content quand il récupère des informations sensibles ici, ici et ici. Et encore, je suis sympa, je suis trop sympa avec lui. Il va les récupérer ici, c'est-à-dire vers la fin de la vente. Donc là, on est au début, on est d'accord? Et là, on est à la fin. Là où un super vendeur fait la différence parce qu'il est meilleur, parce qu'il ose aller là où ça fait mal, parce que tout ça, c'est la clé de la vente, aller là où c'est sensible. En fait, ces deux informations-là, lui, il va les récupérer où? Là et là. J'exagère à peine, peut-être que ce sera ici. Mais en tout cas, il va les récupérer beaucoup plus tôt. Parce qu'il y a une énorme différence entre récupérer ces informations sensibles-là et derrière tenter sa chance ici, et récupérer ces informations sensibles-là, idéalement avant un deuxième rendez-vous qui pourra intervenir ici, pour ensuite travailler là. C'est plus du tout la même chose. Évidemment, il faut d'autres compétences, d'autres steps, une autre vision, d'autres cordes à son arc pour être capable de récupérer ce que la majorité des mauvais vendeurs récupèrent des informations ici quand ils sont dos au mur, d'ailleurs dans les objections, le closing, quand vraiment le mec veut pas payer et qu'ils n'ont pas été assez bons pour le voir avant, alors que lui va les avoir ici. Et en plus de ça, il va en avoir d'autres là, là et là que l'autre n'aura jamais. Les trois là, les trois que vous voyez là, lui, il les verra jamais. Et il va terminer ici en disant il a pas payé, je comprends pas. Bah ouais, je comprends pas. Bah c'est tout. Donc la vente est un jeu d'informations sensibles à récupérer le plus tôt possible. Plus vous êtes bon, plus vous les avez tôt. Sauf que pour y aller, il faut faire quelque chose d'assez incroyable, qui est plutôt génial, et qui s'appelle... Je fais des vidéos YouTube là-dessus. Vous pouvez aller checker. Ça s'appelle mettre les pieds dans le plat. C'est ça un bon vendeur. C'est quelqu'un qui est capable d'aller faire ça. Tout simplement. Ok, donc ça, quand on le comprend, encore une fois, ça fait quand même une belle différence aussi. Ensuite, donc là, je sors de la prospection. Là, déjà, si vous avez cette vision, ça change beaucoup de choses, à moins que je sois complètement à la ramasse, ce qui arrive quand même assez régulièrement. Bon, pas trop sur ces sujets, beaucoup dans d'autres, mais de moins en moins sur ces sujets, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, après la prospection, c'est quoi? C'est la phase d'écoute. La phase d'écoute, c'est la phase de découverte. La clé de la découverte, c'est ça, c'est d'être ce mec. Alors, je vais vous le dessiner, vous vous doutez de à quoi va ressembler le dessin. Ouais, je peux faire un effort quand même.
Ça, c'est une moustache. Et ça, c'est qui? Hercule Poirot. Pourquoi je vous montre ça? Tout l'art de s'entraîner pour devenir un bon commercial dans la phase d'écoute, parce que je peux vous assurer que je crois que de ma vie, j'ai eu 100% des gens qui m'ont dit je sais écouter, je pense être bon en écoute. Et à chaque fois que j'ai travaillé assez rapidement, les gens se sont rendus compte en fait qu'ils n'ont jamais appris à écouter. Et après, un jour ou l'autre, me disent en fait, ça n'a plus rien à voir. Écouter, ça s'apprend. C'est pas inné. Si vous n'avez jamais appris à écouter, c'est impossible que vous soyez dans un bon niveau d'écoute. L'écoute, c'est l'art d'être tellement préparé qu'on peut aller s'intéresser à des choses qu'aujourd'hui vous ne voyez même pas dans vos échanges. Si demain on vous dit a priori, oui, on va travailler ensemble, le mauvais vendeur, il est content sur on va travailler ensemble. Donc c'est super. Alors que le bon vendeur, lui, il a compris le a priori. Ça veut dire que peut-être qu'il manque des choses et il est pas content. Et c'est l'art de voir des choses dans les mots, les attitudes, les intonations, les sensations qu'aujourd'hui un mauvais vendeur ne verra pas. Donc la clé, c'est de devenir ce fameux détective. Pourquoi je parle de détective? D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Livre de chevet, qui est dans la bibliothèque de vente, qui est gratuit en plus. Bon, il fait quand même 180 pages, Livre de chevet. Vous lisez, mais il est rigolo, il est simple à lire, bref. Et en plus, honnêtement, je pense vraiment qu'il est top. Il est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que le livre s'appelle Détective Selling, parce qu'en fait, demain, si je vous dis que vous n'êtes pas un commercial, mais que vous êtes un détective, vous allez naturellement faire tout ce que vous ne faites pas en tant que commercial. Et ce que font les très bons commerciaux. Je m'explique. Demain, je vous mets dans une salle, je vous mets 10 mecs en face de vous. Je vous dis, il y en a un qui en a tué un autre, avec un mec mort, vous voyez, qui tire la langue par terre. Et je vous demande de trouver qui c'est le coupable. Qu'est-ce que vous allez faire naturellement? Vous allez isoler les gens, vous allez être capable de recouper les informations, vous n'allez pas les croire. Vous allez essayer de lire entre les lignes, vous allez essayer de déceler et d'aller sur des informations sensibles, parce que vous savez très bien qu'on ne va pas vous dire la vérité au démarrage. Voilà. Et en fait, tout ça, c'est des choses qu'on ne fait pas quand on se voit comme un commercial. Alors que si demain, vous vous voyez comme un détective, comme ce mec avec une moustache, là, en fait, ça change tout. Ça change absolument tout. Et ça, c'est super. Alors évidemment, ce truc-là, il va falloir aller le croiser avec d'autres. Regardez, je vais vous faire un petit... ce qu'on appelle... je vais le faire sur le même. Tiens, ça ira très bien. Donc, on va faire, par exemple, 1, 2, 3. Il y a ce qu'on appelle niveau 0, niveau -1, niveau -2. Okay. Et mettons qu'ici, vous savez, de manière un petit peu scolaire, tout ce qu'on apprend, là, on va avoir par exemple, ici, le premier truc à creuser, c'est les problèmes. Ensuite, on va avoir les enjeux. Ensuite, on va avoir le budget, la concurrence, par exemple. Bon, je prends ça, il y en a plein d'autres, hein, mais bref. Et ici, on va mettre par exemple, décision. Bref, en gros, il y a des thèmes différents, quoi, c'est ça l'idée. Et dans ces thèmes différents, regardez ce que va faire un mauvais commercial. C'est très visuel, c'est très rigolo à voir ça. Un mauvais commercial, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à aller creuser un problème, penser qu'ici, il a la solution, revenir ici, essayer de creuser un petit peu plus. Ah, il y a quelque chose, il revient là. Généralement, il passe au 5, ensuite, il revient au 4, il revient au sac, là, il espère et il sort. Voilà, ça, c'est la courbe d'un mec qui ne sait pas écouter. Et c'est ce que tout le monde fait, ça. Et encore, je suis sympa parce que normalement, il va vraiment d'un truc à l'autre. Bref, il revient et c'est le bordel. Quelqu'un qui est hyper bon, regardez ce que ferait quelqu'un qui est hyper bon là-dedans. Il démarre ici parce qu'il en a conscience de ce truc-là. Il essaie de descendre ce qu'on appelle au niveau -1. Les niveaux -1, c'est des niveaux de vérité. Ici, il y a ce qu'on vous balance au démarrage de façade, les infos de façade, où généralement, quand on est très mauvais, on pense que c'est la vérité, on ne va pas creuser. On appelle ça creuser en vente. Creuser en vente, c'est ça. C'est descendre des niveaux de vérité. Ça, c'est des niveaux de vérité. Aller chercher la vérité. C'est la vérité qui permet de vendre. Donc, c'est des niveaux de vérité. Donc, aller du 0 au -1, du -1 au -2 et compagnie. Il arrive ici. Ici, il se dit, il y a encore un truc à creuser. Il va là, il arrive là. Il voit qu'il arrive au bout. Ok, terminé. Il a plié le premier. Il arrive au deuxième. Donc, le deuxième est ici. Il voit qu'il arrive là. Il n'y a plus grand-chose à aller chercher. Bon, c'est pas grave. Il passe à l'autre. Il passe à l'autre, il creuse un peu. Il sent que là, il y a un truc un peu sensible. Il ose y aller parce que lui est bon. Donc, contrairement au rouge qui, lui, s'est barré ailleurs. Donc, il arrive au deuxième. Il sent qu'il peut encore creuser. Il arrive ici. Boum. Et là, il récupère une information qui va faire une énorme différence et que donc, le vendeur mauvais en rouge n'aura jamais. Il arrive ensuite ici dans la partie concurrence. Il ose creuser ici. Il n'a pas peur. Il recreuse ici. Boum. Il récupère une autre information. Il arrive sur la partie décision décideur, il creuse ici, il voit qu'il n'y a pas grand chose à creuser, il s'arrête là. Le vert, c'est une bonne découverte pour un super commercial. Le rouge, c'est quelqu'un qui ne sait pas écouter. Et ce que font la plupart des commerciaux. Ça s'apprend. Ça se mérite. On mérite ces choses-là. Ça se mérite. Ça se mérite d'aller creuser en profondeur. Personne ne vous le donnera, soit parce qu'ils ne sont pas au courant,
soit parce qu'eux-mêmes on se sont jamais posé les bonnes questions. C'est ça un bon vendeur, hein, ça oriente sur des trucs dans lesquels le prospect s'est jamais vraiment posé la question. Et ça, c'est le schéma type d'une super découverte. C'est comme ça qu'on doit voir les choses en réalité. Sauf que d'ailleurs, pour faire une découverte, et il y a une partie qu'on oublie tous, donc ça c'est le prochain, donc là, retenez ce truc-là, faites des screens évidemment si vous ne l'avez pas fait. Donc une fois qu'on a ces choses-là, regardez ce qui va se passer. Super rigolo. Voilà ce que font même des très bons vendeurs. Hein. Regardez ce qu'ils font. Ils vont aller, et je dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est bien, mais regardez ce qu'ils vont faire. Il y a deux combats dans la vente quand on pose des questions dans la partie découverte. Vous avez le monde de l'objectif, donc des données, on va dire, objectives, face au monde du subjectif. Ok ? Donc objectif, subjectif. Le monde de l'objectif, c'est quoi? C'est ce que je viens de vous montrer, et c'est important d'aller le creuser. Je dis pas le contraire. C'est tout ce qui va être évidemment besoin, voilà, enjeu, décision, décideur, bref, tous ces trucs. Ça, tout le monde le fait. Même a priori les gens qui sont mauvais, et même les gens qui sont bons. Ça, c'est le monde entier est ici. Voilà, le monde entier, c'est à peu près ça. Moi, vraiment d'être à la ramasse complet, mais le monde entier, c'est ça. Par contre, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que tout le monde oublie l'autre, en fait. Et l'autre, c'est quoi? Le subjectif. On sait tous que la vente, c'est émotionnel, que ça dépend de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et compagnie. Et en fait, c'est ça le subjectif. C'est qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il préfère? Le mot préféré est un mot incroyable en vente. Qu'est-ce qu'il préfère? Ici. Qu'est-ce qu'il déteste? Et c'est toutes les informations subjectives qui vont nous permettre d'aller dans les détails, creuser aux bons endroits. Ça, ouais, c'est 1%, c'est 2% des vendeurs qui vont creuser ça et qui en comprennent l'importance. On se concentre tellement sur la mécanique, là c'est rigolo, c'est l'inverse pour une fois, on se concentre tellement sur cette mécanique objective qu'on en oublie la mécanique subjective. Alors qu'en fait, la clé pour aller chercher des nuances, lire entre les lignes, c'est là que se font les ventes. Hein. Les ventes, encore une fois, se font entre les lignes. Les ventes se font entre les lignes. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que déceler ce qui se passe entre les lignes et naviguer entre les lignes, c'est souvent plus facile ici. Parce que ça permet d'ouvrir des portes que ce truc-là n'ouvre pas vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, et il faut après y aller. Mais ça, c'est pour moi aujourd'hui, c'est je vais être sympa hein, quand je mets 50-50. Hein. Mais pour moi aujourd'hui, même ça, c'est plus important, pour être franc. Et ça, c'est super rigolo, quoi. C'est super rigolo à faire en découverte, quoi. Apprendre à aller creuser ces trucs-là, quoi. Bref, donc ça, c'était ce dont je voulais vous parler. Deuxième chose, donc là, je vais squeezer un peu la partie découverte. Je vais avancer sur la partie un peu objection. J'aimerais parler de quelque chose qui, mécaniquement, quand on en a cette vision, donne un sacré coup de main. C'est qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe quand on perd des ventes. Parce que c'est bien de vouloir en gagner, mais un bon moyen de savoir en gagner, c'est pour qu'on les perd. Quand on perd des ventes comme ça. Regardez bien ce qui va se passer, c'est très rigolo. Voilà. Ça, c'est le dessin sur comment on fait pour perdre des ventes. C'est comme ça qu'on perd des ventes, généralement. On a été très bon. Le rouge, c'est là où vous avez été nul. Et le noir, c'est là où vous avez été bon. Je l'explique pas, ça va être chaud. 90% a été super. 10% vous avez été mauvais, bam, vous perdez. 100% de la vente. Et donc aujourd'hui, la clé, c'est le plus tôt possible. Le timing, encore une fois, hyper important. Hein. La guerre, rappelez-vous de la guerre d'information le plus tôt possible. La clé, c'est quoi? C'est d'aller foncer, notamment dans la partie objection. C'est un peu là où on va dire qu'on est là sur cette partie-là. Mais ça marche très bien en découverte hein, aussi. Donc sur la partie objection, c'est de foncer volontairement. Là, le plus vite possible. Voilà. Quand on comprend ça,
Je peux vous assurer que si vous avez fait 90% de vos boulot et que vous êtes capable de déterminer les 10%, moi j'appelle ça les 10% cachés sur lesquels vous êtes en train de perdre le deal, je peux vous assurer que vous avez moins de scrupules dans la partie objection à devancer ces objections pour lui dire où est-ce que je suis en train de vous perdre et sur lequel je suis pas au courant. Ça fait gagner des ventes. Osez aller là où vous allez perdre, c'est hyper intéressant en vente. Osez, rappelez-vous de cette phrase, osez aller là où vous allez perdre, en fait, est un super moyen de gagner. C'est peut-être même le seul d'ailleurs. Parce que quoi qu'il arrive, ces 10% que vous êtes en train de perdre, ils existent. Donc soit vous n'êtes pas au courant, vous faites semblant et vous tentez votre chance sur le fait que les 90% passent, ça marchera une fois sur 10. Soit vous foncez là-dessus, vous allez en perdre 3 sur 10, mais vous allez en gagner 7 sur 10. 1 sur 10, 7 sur 10. Faites votre calcul. Et donc ça, là, ces fameux 10%, c'est à vous d'y aller. Lui, il ira pas, lui. Après, évidemment, il faut être capable d'écouter, d'être bon dans ce qu'on fait et compagnie. Mais c'est rigolo, je trouve, d'avoir cette vision de la vente, où en fait, une vente, ça, c'est une vente perdue. Ça, c'est une vente perdue. C'est 90% de très bon travail et 10% vous avez été mauvais. Et quand je dis mauvais, c'est soit vous l'avez maltraité, soit vous n'avez, encore pire, vous n'avez même pas osé y aller, vous n'avez pas osé mettre les pieds dans le plat, rappelez-vous de la formule, de peur que il y a eu des choses qui ne vous aident pas à vous, quoi. Alors qu'en fait, la clé de la vente, c'est de travailler sur la vérité. C'est de savoir où on a les pieds. Je dis souvent, vous imaginez deux tas, un tas de fumier et un tas de plumes, vous êtes pieds nus. Votre boulot, c'est pas de faire semblant de pas voir le tas de fumier en se disant est-ce que mes deux pieds sont dans les plumes, c'est de se dire où sont mes pieds. Et si les deux sont dans le fumier, on doit le savoir. Parce qu'une fois qu'on le sait, on peut commencer à travailler pour aller en sortir un, l'amener vers le tas de plumes et sortir le deuxième. C'est très différent. Et c'est ça notre boulot. Notre boulot, c'est d'être capable d'aller chercher un peu ce truc-là, quoi. Donc dans les objections, je voulais vous parler de ça. Et ensuite, un dernier dessin sur la partie closing qui est fondamental à comprendre. Fondamental. Quand on comprend ça. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Regardez ce que je vais vous montrer, super marrant. On va mettre des phases sur la vente, puis après on termine. Ça fait déjà pas mal d'infos. Une vente, et je vais prendre l'exemple du cycle court, mais pas que. Donc une vente, c'est quoi? C'est au début, classique. Donc on a ce qu'on appelle la phase de cadrage. On dit bonjour, on montre qu'on est sympa, qu'on est beau et bien coiffé. C'est super. Cadrage, on arrive à découverte. Donc là, on arrive à la découverte, on pose des questions, d'accord? Vous allez voir comme c'est rigolo. Donc on arrive à la découverte. À la découverte, qu'est-ce qu'on va avoir? On va aller sur la phase d'argumentation, on explique qu'on est beau et qu'on est le plus fort. Donc de là, découverte, argumentation, découverte, on pose des questions, on répond, voilà, idéalement un échange, et non pas, même dans les très bons systèmes de vente, que découverte et ensuite argumentation. Et donc une fois qu'on en arrive ici, hop, on remonte à la découverte, et de la découverte, on va arriver où? On va arriver à la phase des objections. Donc ici, on arrive aux objections. Hop, hop, parce qu'il y a une réponse, une objection, une réponse, une objection. On appelle ça d'ailleurs des réponses looping. Trop intéressant la réponse looping. Hein. Ça, si vous saviez le coup de main que ça fait, c'est tellement simple en plus à apprendre à répondre à ça. Donc bref, j'ai ce truc-là qui me permet ensuite d'aller où? Hop, au premier closing. C'est rigolo de dire premier. Vous allez voir pourquoi. Hop, il y a écrit closing. Une fois que je tente ma chance ici, peut-être que ça marche pas, je repars dans les objections, je repars là, je repars là, boum, deuxième closing. Donc la deuxième fois où je demande au mec, est-ce que tu payes pas? Ici peut-être pas, ici peut-être que oui, on discute, on traite les objections, boum, troisième closing. Troisième demande. Hein. Donc ça c'est dans la même conversation. Évidemment, vous pouvez mettre cette échelle à plus longtemps, mais bref. Regardez bien ce que je vais vous dire. Quand on est un mauvais vendeur, on pense que ici, on sait que le combat arrive ici, donc à début de la première objection, c'est-à-dire là. Et quand on est un mauvais vendeur, d'accord, on pense que, on se dit, oh, tout le travail a été bien fait là, oh là là, pourquoi il paye pas, mince alors. D'ailleurs, regardez, c'est proportionnel, hein, c'est-à-dire que le temps pour aller à la première objection et le temps pour les traiter, regardez la différence. Hein. Ce schéma est super bien fait, hein, franchement, honnêtement. On voit un peu des fleurs, ça fait plaisir. Donc le mauvais vendeur, il dit ici, il est découragé parce qu'il pense que la vente s'est faite là et que c'était le plus important. Il est un peu triste d'avoir des objections. Au pire, voilà, il répond un peu. Bref, et il est content d'arriver là. Et surtout, le mauvais vendeur essaie de signer ici. D'accord? C'est là qu'il est mauvais, le vendeur. Parce qu'en fait, ici, regardez bien, ça, cet endroit-là, le premier closing, la première fois qu'on demande à quelqu'un s'il est OK, c'est le réel démarrage de la vente. Parce qu'une fois que vous demandez à quelqu'un s'il veut payer, même si vous avez été bon avant, là c'est oui ou non, ou pas. On peut pas mentir, on peut plus mentir. C'est le seul endroit de la vente où le mec peut plus mentir. Il pouvait mentir un peu avant, il peut plus mentir ici, parce que sinon il paye. Évidemment, il va pas payer s'il y avait un truc derrière. Donc le réel démarrage de la vente, il se fait ici. Et là où ça devient génial, et ce qu'il faut comprendre dans la mécanique commerciale, c'est que c'est ici que se signent 9 ventes sur 10.
Regardez, écoutez bien ce que je vais dire et comprenez les implications. Ça veut dire qu'un super vendeur qui démarre là, d'entrée, va volontairement au premier closing le plus tôt possible et sur ce qui est sensible à travers les objections. Pourquoi? Pour avoir un nom, pour retraiter des objections, pour avoir un nom, pour retraiter l'objection, parce que son vrai objectif depuis le début, c'est pas de signer ici, c'est pas de signer ici, c'est pas le but là, c'est pas le but là. Le but c'est là. C'est parce que c'est là qu'on signe 9 fois sur 10. Sauf que si vous n'avez pas cette vision de la vente et que vous pensez qu'on signe au premier pour peu que vous soyez même un petit peu courageux et continuez au deuxième, et bien en fait, par définition ici, vous pétez 9 ventes sur 10. Parce que si vous arrivez là et que vous n'avez pas le courage d'aller au troisième parce que dans votre vision, il fallait que ça dise oui au premier ou au deuxième, et bien vous êtes à la ramasse. Ça, comprendre ce schéma, ça change absolument tout. Ça change votre attitude à la première objection, ça change votre attitude au premier non. C'est beaucoup plus léger quand c'est un non ici parce qu'on va chercher un non volontaire ici. Parce qu'on sait qu'on doit passer par là pour ensuite aller là. Parce qu'on sait qu'on doit passer par là pour ensuite aller là. Parce qu'on sait que quand on arrive ici, c'est là qu'on a le plus de chances d'avoir un oui. Donc le vrai objectif, il est là. Et comprendre ça, ça change absolument tout. Tout bêtement. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la phase de closing. Donc c'est là-dessus qu'on doit avancer. Bon, j'avais prévu d'en faire un sur la concurrence qui est excellent aussi, mais bon, je vais faire un peu de teasing, je le garderai pour d'autres trucs. Bref, j'en termine là. Donc fin de la conférence avec plusieurs vidéos sur les fameux dessins. Honnêtement, je pense que si vous comprenez tout ça, n'hésitez pas à les voir, peut-être les revoir, faire mûrir, accepter de faire mûrir. Il faut être, la patience fait partie du jeu commercial pour exceller. On peut pas exceller du jour au lendemain, ça n'existe pas. Mais comprendre déjà tout ça et avoir une vraie vision de ce qu'est la vente, je pense vraiment sacrément que ça fait une différence. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et même en discuter. J'ai encore des gens qui m'appelaient hier, même tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'ils étaient curieux sur ce qu'ils faisaient, leur boulot et compagnie. Avec un immense plaisir. Moi, je suis un pur passionné de tous ces trucs-là. Et je suis content de pouvoir faire ce petit cadeau. Je considère vraiment que c'est un cadeau. Personne n'explique la vente de manière imagée, visuelle. On dit souvent pourtant qu'une image vaut 1000 mots. Un dessin, ça en vaut 10 000. C'est même mieux qu'une vidéo. Nourrissez-vous de ces choses-là. Apprenez à faire bosser votre cerveau, à avoir la bonne vision. Si vous avez la bonne vision, y a tout qui change derrière. Voilà. Et puis sinon, regardez, dernier conseil. Et là, c'est vraiment peut-être le meilleur conseil que je puisse vous donner, sans rire. Faites simple en vente, soyez brillant. Voilà. Ciao tout le monde. Amusez-vous bien et bonne vente.